le problème universel, en fait, il est presque décidable, il est semi-décidable, dans le sens où on n'a que sur une entrée MW, on peut quand même simuler la machine de Turing M sur l'entrée W. Et soit M accepte W, auquel cas dans la simulation on s'en rendra compte, soit M n'accepte pas W, auquel cas on simulera M pour toujours. Et donc en fait le problème universel n'est pas décidable, mais il est semi-décidable dans le sens qui est là. Un langage est dit semi-décidable s'il correspond à l'ensemble des mots qui sont acceptés par une machine de Turing A. Ça veut dire que pour une instance positive, la machine de Turing A va accepter, et pour une instance qui est négative, soit la machine va refuser, soit possiblement elle va boucler. Donc on s'autorise à boucler. Sur cet exemple, quand on simule M sur W, eh bien si M accepte W, on s'en rendra compte et on acceptera le couple MW. Par contre, si M n'accepte pas W, on va simuler à jamais M, et si M finit par atteindre son état de refus, on se rendra compte que M a refusé W, mais possiblement M boucle. Autrement dit, il est possible qu'on simule M pour toujours. Donc, ce que je suis en train de dire, c'est que le problème universel est semi-décidable avec ce concept de semi-décidabilité. C'est un langage qui correspond à l'ensemble des mots acceptés par la machine de Turing A. Je ne dis pas décidé, mais accepté. Alors, semi-décidable apporte aussi un autre nom, pour des raisons historiques, c'est récursivement énumérable, et j'expliquerai pourquoi après. Et je vais noter par RE la classe des langages ou des problèmes qui sont semi-décidables. Et donc, si je prends l'ensemble des langages quelconques, donc les parties de sigma étoile, à l'intérieur de cet ensemble, on a les langages décidables qui sont inclus dans les langages semi-décidables. Ce qui est clair, c'est que quand on est décidable, on est semi-décidable. Et les langages semi-décidables sont inclus dans les classes des langages quelconques. Et on vient de prouver, par mon premier théorème, que le problème universel est un problème qui est semi-décidable, donc dans cette RE, mais qui n'est pas dans D. Cette inclusion, D dans RE, est stricte. Maintenant, l'inclusion entre RE et tous les langages est aussi stricte par le fait qu'il y a un nombre dénombrable de langages semi-décidables, puisque je dois toujours en avoir pas plus que de machines de Turing, puisque la définition de semi-décidable implique une machine de Turing. Et j'ai dit que l'ensemble des parties de sigma étoile, ce n'était pas dénombrable. Donc un argument de dénombrabilité me dit que ces deux inclusions-là sont strictes. Alors, ok, donc vient d'utiliser un argument de dénombrabilité pour dire qu'il y a des problèmes qui ne sont même pas semi-décidables. Est-ce que je peux en donner un exemple explicite? Oui. Et là, c'est en fait aussi une excuse pour vous présenter ce résultat important qui fait bien comprendre ce que veut dire décidable et qui justifie aussi la terminologie. Donc, être semi-décidable, c'est pas loin d'être la moitié d'être décidable. Ça, c'est informel, mais c'est ce titre. Si je suis semi-décidable, mon complémentaire est semi-décidable. Donc, dans tout ce calculabilité et complexité, cos, c'est pour complémentaire. Si je suis semi-décidable, mon complémentaire est semi-décidable, alors je suis décidable, et réciproquement. Formellement, un langage est décidable si et seulement si il est semi-décidable et son complémentaire aussi. Pourquoi? Alors ça justifie, je viens de le dire, la terminologie de semi-décidable, et parce qu'il y a deux sens à prouver. Donc le sens que si j'ai un langage qui est semi-décidable et son complémentaire est aussi semi-décidable, alors il est décidable. Donc ce sens-là. Supposons que j'ai un langage qui est semi-décidable et son complémentaire aussi. Par définition, ça veut dire que j'ai une machine de Turing M1 qui, sur une entrée W, va terminer en acceptant sur L. Et une machine de Turing M2, pour le en considérant le complémentaire, qui termine en acceptant sur son complémentaire. Donc, ça veut dire que si W est dans L, M1 va accepter. Si W n'est pas dans L, M1 peut potentiellement soit refuser, soit boucler.
Et symétriquement, si W n'est pas dans L, M2 va accepter. Si W est dans L, M2 peut potentiellement refuser ou boucler. Eh bien, ce qui se passe, c'est que je peux toujours construire une machine de Turing M. Alors, j'essaie de représenter ça graphiquement ici, qui va sur un mot W simuler en parallèle M1 et M2. Je veux dire par là que pour t égale 1, 2, 3, etc., je simule t étapes de M1 et t étapes de M2 sur W. Et si je me rends compte que M1 termine pour un certain t, M accepte. Si c'est M2, la machine refuse. Ce qui se passe, c'est que sur un mot W, soit il est dans L, auquel cas je vais m'en rendre compte pour un certain temps t, et je vais accepter. Soit il n'est pas dans L, et je vais m'en rendre compte pour un certain t en simulant M2, et je vais refuser. Par construction, cette machine va nécessairement soit accepter, soit refuser. Il n'est pas possible qu'elle boucle, à cause de mon hypothèse du fait que je sais que le langage est semi-décidable et son complémentaire semi-décidable et que ces deux machines M1 et M2 sont correctes. L'autre sens, si j'ai un langage décidable, il est clairement semi-décidable. Maintenant, si j'ai un langage décidable, si j'inverse l'état d'acceptation et l'état de refus, c'est clair que le complémentaire du langage est aussi décidable, et décidé par la machine que j'obtiens en inversant cet état d'acceptation et de refus. Et donc, c'est aussi semi-décidable. Donc, ce sens-là est vrai aussi. Et du coup, ça me donne un exemple de problème qui n'est pas récursivement énumérable. Il suffit de considérer le complémentaire du problème précédent. Donc, je me donne le codage d'une machine de Turing d'un mot W et je veux accepter si et seulement si je ne suis pas dans le problème précédent. Et clairement, ce problème ne peut pas être semi-décidable, puisque je sais qu'il n'est pas décidable, et par le théorème précédent, s'il était semi-décidable et son complémentaire semi-décidable, il serait décidable. Je sais par conséquent que ce problème n'est pas récursivement énumérable. Alors, encore un peu sur la terminologie utilisée. Pourquoi est-ce qu'on parle aussi de récursivement énumérable? Donc, récursivement énumérable, il faut comprendre que récursif, ça fait référence à calculable, et énumérable au fait qu'on peut l'énumérer. Donc, on peut l'énumérer de façon calculable. C'est ça que ça veut dire. Et ça vient de ce théorème, de ce résultat. Un langage est récursivement énumérable, donc je rappelle que c'est synonyme de semi-décidable, si et seulement si, on peut l'énumérer effectivement. On peut produire une machine de Turing qui affiche un à un tous les mots du langage. Donc par exemple, les nombres premiers sont un langage décidable, donc en particulier semi-décidable. Donc récursivement énumérable, c'est un synonyme. Je peux construire une machine de Turing qui énumère, en fait, qui produit une liste de nombres premiers, donc elle produit par exemple 3, 7, 11, 5. Donc je ne dis pas qu'on doit les produire dans l'ordre. Supposer que, en fait là, sur les nombres premiers, il y a un ordre naturel, mais sur les mots, c'est pas clair qu'il y a un ordre. Mais en tous les cas, je ne dis pas dans un certain ordre, je dis simplement que je suis capable d'énumérer tous les mots du langage. Et c'est pour ça que semi-décidable s'appelle aussi récursivement énumérable, parce que c'est énumérable de façon effective, de façon calculable. En fait, la terminologie anglaise est encore mieux parce qu'on parle de computably énumérable, énumérable de façon calculable. Donc là aussi, il y a deux sens à prouver. Le sens de la gauche vers la droite. Donc je suppose que j'ai une machine de Turing qui énumère. Pardon, je suppose que j'ai un langage récursivement énumérable. Donc ça veut dire que j'ai une machine de Turing qui accepte les mots de L. Je vais construire une machine qui énumère les mots du langage. Et comment est-ce que je fais ça? Eh bien, la remarque clé, c'est que j'ai dit dans ma discussion sur la dénombrabilité que n croix sigma étoile était dénombrable.
En fait, c'est même effectif. On peut construire un programme qui produirait tous les couples TW. C'est très pénible à détailler et je ne vais pas le faire, mais je crois que vous pouvez vous convaincre que vous savez énumérer tous les couples TW avec un programme. Donc T est un entier, W un mot. C'est ce que j'appelle ici MEuse, un programme, une machine de Turing qui produit tous les couples. Eh bien, ce que je fais, c'est construire une machine de Turing représentée par ce rectangle, qui pour chaque couple qui est produit par cette machine ME, simule T étapes, donc un couple c'est TW, je simule T étapes de la machine A sur W. Si jamais A termine et accepte en exactement T étapes, j'affiche le mode W. Sinon, je n'affiche rien pour ce couple. Par construction, je vais produire des mots, et si je produis un mot, c'est que le mot est accepté par A. Et réciproquement, si un mot est accepté par A, il est accepté à un certain temps T, et lorsque je vais considérer ce couple, je vais le produire. Donc cette machine produit bien, énumère bien, tous les mots du langage L. Ce qui conclut ce sens de l'implication. Dans l'autre sens, donc je suppose qu'on a une machine de Turing B qui énumère tous les mots d'un langage L. Je dois me persuader que je peux construire une machine de Turing qui accepte le langage correspondant. Eh bien, comment est-ce que je fais? Eh bien, sur un mot W, je simule la machine de Turing qui énumère tous les mots du langage, et pour chacun des mots qu'elle produit, je la compare à W. Si jamais c'est W, j'accepte. Sinon, je continue. Ce qui est clair, c'est que si W est dans cette liste, à un moment donné, je vais accepter. Si W n'est pas dans cette liste, à aucun moment je vais détecter que W est égal à un de ces mots, et donc je ne vais jamais accepter. Donc la machine continue à jamais. C'est exactement donc une machine qui, pour W dans le langage, accepte, et pour W qui n'est pas dans le langage, boucle. C'est-à-dire exactement ce que je voulais pour prouver cette implication. Alors, ok, on a des exemples de problèmes indécidables, et j'en ai produit. En fait, maintenant, j'aimerais en voir d'autres. Alors, on pourrait a priori en produire d'autres avec des arguments de diagonalisation, mais on va faire ça en pratique, on le fait presque jamais en utilisant des diagonalisations, on le fait presque toujours en utilisant une technique de réduction, qui est une technique qu'on va utiliser de façon intense dans toute la suite de ce cours. Donc la motivation, c'est qu'on connaît deux langages indécidables. En fait, le problème de l'arrêt sont complémentaires, et ce qu'on veut, c'est en obtenir plein d'autres, et on veut surtout comparer la difficulté des problèmes. Donc on introduit la notion de réduction. Et l'idée, c'est de comparer la difficulté des problèmes. Donc l'idée, c'est de noter comme ça le fait que A se réduit à B, ce qui veut dire en pratique que A est plus facile que B. C'est ça qu'on cherche à modéliser. Formellement, on va dire que A se réduit à B si et seulement si on peut construire une fonction f calculable, donc le mot important ici est calculable, tel que j'ai cette propriété. W est dans A si et seulement si l'image de W par f est dans B. Le si et seulement si, ça veut dire si je fais une représentation graphique de ce qui se passe. Donc le problème A est un problème de décision. Donc une instance est soit vraie, soit fausse. J'ai une fonction f, et cette fonction f vérifie cette propriété. Ça veut dire qu'en fait, elle envoie les instances vraies de A sur les instances vraies de B, et les instances donc positives sur positives, négatives sur négatives, négatives de A sur négatives de B. Alors, quel est l'intérêt de cette chose? Eh bien, c'est que si j'ai un algorithme qui fonctionne et qui est correct pour B, ça veut dire que j'en ai un pour A. Parce que, étant donné une instance, je peux d'abord calculer f de W,
et ensuite utiliser l'algorithme pour B. À cause de cette propriété, ce sera un algorithme correct. Donc, ça veut dire que A sera plus facile que B. Et effectivement, ça se passe bien parce que ça vérifie des propriétés qu'on attend d'une relation être plus facile que. Un problème est plus facile que lui-même. Si L1 est plus facile que L2 et L2 est plus facile que L3, alors L1 est plus facile que L3. C'est réflexif et transitif. Maintenant, si théorème, et c'est un des intérêts de cette notion, si A est plus facile que B et si B est facile, dans le sens décidable, alors A est décidable. Si je sais résoudre B, je sais résoudre A. De façon symétrique, si A est plus facile que B, donc B est plus dur que A, et que A, je ne sais pas le résoudre, c'est indécidable, alors B est indécidable. Donc là, je le redis en français sur ce que veut dire, si ça vous aide. Alors pourquoi est-ce que c'est vrai? Le premier théorème est en fait, pour le premier, il suffit de considérer la fonction identité, par définition ça va marcher. Et maintenant, si j'ai L1 qui est plus facile que L2 via une fonction f, et L2 qui est plus facile que L3 via une fonction g, du coup, la composée de f et de g me prouve que L1 est plus facile que L3. Ça devrait être un 3 ici. Et pour le second théorème, eh bien, l'idée, c'est que exactement celui que j'ai donné, que je réécris ici, avec des mots, si A est décidé par une machine de Turing, A est décidé par la machine de Turing qui, sur une entrée W, commence par calculer F, puis applique l'algorithme pour B. Puisque j'ai ma propriété que les instances positives sont envoyées sur des instances positives et négatives sur négatives, ça sera un algorithme correct. Alors maintenant, si j'ai le second théorème, vous observerez que le troisième, c'est la contraposée du second. C'est juste l'indégation logique. Enfin, c'est la contraposée. Alors pourquoi est-ce que je vous dis ça? Parce que c'est la stratégie qu'on utilise en pratique pour prouver que des problèmes sont indécidables. Pour prouver qu'un problème B est indécidable, on prouve qu'il est plus dur qu'un problème qui est déjà connu comme étant indécidable. C'est la stratégie qu'on va utiliser.